Au cœur de la monarchie britannique, certaines crises ne naissent ni d'un scandale politique, ni d'une décision constitutionnelle, ni même d'une déclaration officielle. Elles surgissent parfois d'un mot, prononcé dans un cadre privé, dont la charge émotionnelle dépasse soudain tous les titres et tous les protocoles. C'est précisément le ressort du récit étudié ici. Lors d'un déjeuner familial à Windsor, la princesse Charlotte aurait refusé d'appeler Camilla grand-mère, affirmant qu'elle savait déjà qui étaient ses grands-mères et qu'un tel nom ne pouvait être imposé. À partir de cette scène, le texte développe une confrontation beaucoup plus profonde entre mémoire familiale, autorité royale, blessures anciennes et liberté affective. Il convient toutefois de préciser que le document fourni présente cette histoire sous une forme narrative extrêmement détaillée, sans apporter dans le texte lui-même de preuves permettant d'établir que ces conversations privées se sont réellement déroulées de cette manière. L'analyse qui suit porte donc sur le récit et ses implications telles qu'elles sont présentées dans la source, et non sur une confirmation indépendante des faits. Tout commence dans le récit fourni par une scène d'une simplicité presque banale. Un déjeuner privé à Windsor, quelques membres de la famille royale réunis autour d'une table, une conversation volontairement légère et cette impression que chacun cherche à préserver une fragile normalité. Charles est présent. William et Catherine sont là avec leurs 3 enfants. Camilla participe à cette réunion familiale dans un contexte où, selon le texte, les tensions récentes ont rendu les rencontres privées plus sensibles qu'elles ne devraient l'être. Rien, en apparence, ne laisse présager une rupture. Pourtant, il suffit d'un mot pour faire basculer toute l'atmosphère. Grand-mère. Lorsque Camilla évoque naturellement son appartenance à la génération des grands-parents, Charlotte relève les yeux et répond qu'elle sait déjà qui sont ses grands-mères et qu'elle ne l'appellera pas ainsi. La force de la scène ne vient pas d'une explosion de colère, mais au contraire, du silence qui suit. Personne ne crie, personne ne cherche immédiatement à corriger l'enfant, personne ne tente de transformer la phrase en plaisanterie. Le silence devient alors plus éloquent que n'importe quelle confrontation. Cette absence de réaction immédiate est essentielle à la construction du récit. Charlotte n'est pas décrite comme une enfant capricieuse ou emportée. Elle ne lance pas une provocation dans le but de blesser Camilla. Elle parle avec un calme presque déconcertant, ce qui donne à son refus une dimension beaucoup plus profonde. Lorsque Charles lui demande pourquoi elle s'est exprimée ainsi, elle répond que certains noms familiaux doivent se mériter par la manière dont une personne vous fait sentir. Cette phrase transforme immédiatement la discussion. Il n'est plus question d'étiquette, mais de confiance. Le mot « grand-mère » cesse d'être une simple appellation pour devenir la représentation d'un lien intime. Et c'est précisément là que le récit installe son principal conflit. Dans une famille où les titres sont déterminés par la naissance, le mariage et la succession, les mots de l'affection ne peuvent pas être décrétés avec la même facilité. La monarchie britannique repose précisément sur la puissance des appellations. Roi, reine, prince de Galles, héritier, altesse royale. Chaque terme définit une fonction, une place dans la hiérarchie et un ensemble d'obligations. Charlotte grandit dans cet univers depuis sa naissance. Elle sait qu'un titre officiel ne dépend pas nécessairement de ce qu'une personne ressent. Il s'utilise parce que le protocole l'exige. Mais grand-mère appartient à une autre catégorie. Il évoque la sécurité, les souvenirs,
la proximité et le sentiment d'être protégée. Le récit insiste d'ailleurs sur le fait que Catherine cherche à comprendre ce que ce mot signifie pour sa fille, plutôt qu'à la discipliner immédiatement. Charlotte aurait alors associé l'idée de grand-mère à la confiance, aux histoires transmises, à la protection et à la possibilité de se sentir en sécurité auprès de quelqu'un. Autrement dit, elle établit intuitivement une frontière entre la fonction sociale d'une personne et la place qu'elle occupe dans son univers émotionnel. C'est à ce moment que la mémoire de Diana entre au cœur du problème. Charlotte n'a jamais connu sa grand-mère paternelle, morte bien avant sa naissance. Pourtant, selon la source, elle s'est progressivement intéressée à son histoire, notamment à travers des photographies et les souvenirs racontés par William. Ce détail est fondamental parce qu'il montre que Diana ne représente pas seulement une personnalité publique ou une icône du passé. Pour Charlotte, elle appartient à l'histoire intime de son père. Et, à travers son père, elle fait donc également partie de sa propre histoire. William aurait volontairement choisi de transmettre cette mémoire de façon simple, sans utiliser Diana comme une arme contre les membres actuels de la famille. Il lui parle de sa chaleur, de sa personnalité et de souvenirs familiaux, en essayant de séparer la femme qu'il a connue de l'immense mythe médiatique qui s'est construit autour d'elle. Le conflit aurait réellement pris naissance plusieurs semaines avant le déjeuner de Windsor. Lors d'un moment privé consacré à d'anciennes photographies, les séquences familiales, Charlotte se serait arrêtée devant une image de Diana et l'aurait appelée naturellement grand-mère Diana. Camilla serait entrée dans la pièce au même moment et aurait entendu ces mots. Elle aurait alors conseillé à la jeune princesse de ne pas trop s'attacher à quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu, alors qu'elle disposait déjà de membres de sa famille autour d'elle. À première vue, cette remarque peut sembler anodine, voire maladroitement protectrice. Camilla pourrait simplement vouloir rappeler à Charlotte l'importance des relations présentes. Mais le récit insiste sur le fait que l'enfant reçoit cette phrase d'une toute autre manière. Pour elle, il ne s'agit pas d'un conseil concernant le passé. Il s'agit d'une remise en question du droit de s'attacher à la mémoire de sa grand-mère. Ce décalage entre l'intention supposée de l'adulte et l'interprétation de l'enfant constitue l'un des ressorts psychologiques les plus intéressants de l'histoire. Les adultes connaissent le poids de l'histoire entre Charles, Diana et Camilla. Ils savent combien de décennies de débats, de blessures et de comparaisons se cachent derrière ces trois noms. Charlotte, elle, n'a pas vécu cette histoire. Elle n'en connaît que des fragments. Lorsqu'elle regarde une photographie de Diana, elle ne voit donc pas nécessairement la rivale de Camilla ou l'ancienne épouse du roi. Elle voit d'abord la mère de son père, une femme dont on lui a expliqué qu'elle était sa grand-mère. La remarque de Camilla provoque ainsi une collision entre deux réalités. D'un côté, les insécurités d'une adulte marquée par des décennies de comparaison publique. De l'autre, la curiosité sincère d'une enfant qui tente simplement de comprendre ses origines. Le récit ajoute ensuite un deuxième épisode, plus lourd encore. Charlotte aurait quitté la pièce, puis serait revenue discrètement chercher un bracelet oublié. Avant d'entrer complètement, elle aurait entendu Camilla dire à un membre du personnel que les références constantes à Diana risquaient de devenir déroutantes pour les enfants. Le texte présente cet instant comme le véritable point de bascule. Camilla ne s'adresse pas directement à Charlotte, mais l'enfant entend suffisamment de la conversation pour en tirer sa propre conclusion.
Ce souvenir de Diana serait devenu un problème que les adultes souhaitent contrôler. À partir de là, le refus du mot « grand-mère » n'est plus un geste improvisé. Il devient, dans la logique du récit, le résultat d'une réflexion silencieuse menée pendant plusieurs semaines. Charlotte ne confronte pas Camilla immédiatement. Elle ne raconte même pas tout à William. Elle intériorise son malaise et construit progressivement une règle personnelle. Si appeler Camilla « grand-mère » signifie affaiblir symboliquement la place de Diana, alors elle refusera ce mot. L'enfant se retrouve donc à protéger une mémoire qu'elle considère comme menacée, alors même que cette responsabilité ne devrait jamais lui appartenir. C'est probablement là que le récit devient le plus révélateur. Charlotte n'est pas seulement opposée à Camilla. Elle se retrouve enfermée dans une logique de loyauté. Elle croit devoir choisir. Or, ce choix est directement hérité d'un conflit ancien qu'elle n'a pas créé. L'histoire de Charles, Diana et Camilla a longtemps été racontée comme une opposition presque irréconciliable. Même des décennies plus tard, cette représentation continue d'influencer la manière dont les nouvelles générations peuvent percevoir leur propre famille. Le texte suggère ainsi une idée particulièrement forte. Les blessures non résolues d'une génération finissent parfois par devenir les dilemmes émotionnels de la suivante. William semble comprendre ce danger presque immédiatement lorsqu'il découvre ce que Charlotte a vécu. Son comportement est particulièrement important. Il ne réprimande pas sa fille pour avoir embarrassé Camilla devant le roi. Il cherche d'abord à savoir ce qui a provoqué cette réaction. Cette attitude change entièrement le sens de l'événement. Si William considérait simplement la scène comme un manque de discipline, la solution serait facile. Demander à Charlotte de présenter des excuses et lui rappeler les règles du respect royal. Mais il comprend que la véritable question ne concerne pas son comportement à table. Elle concerne les raisons pour lesquelles une enfant de 9 ans s'est convaincue qu'elle devait défendre Diana contre une autre adulte de la famille. La question devient alors beaucoup plus inconfortable pour l'ensemble de la monarchie. Pourquoi Charlotte s'est-elle sentie responsable de la mémoire d'une femme morte bien avant sa naissance? Pourquoi a-t-elle cru qu'accepter Camilla affectivement risquait de constituer une forme de trahison envers Diana? Et surtout, pourquoi les adultes n'ont-ils pas identifié plus tôt cette peur? Le récit place ainsi la mémoire de Diana dans une position paradoxale. Elle est absente physiquement, mais extrêmement présente émotionnellement. Chaque génération doit décider de la manière de vivre avec cette présence. Pour William, Diana est sa mère. Pour Charles, elle appartient à une histoire personnelle et institutionnelle complexe. Pour Camilla, son souvenir demeure lié à des décennies de comparaison publique. Pour Charlotte, en revanche, Diana est encore autre chose. Une grand-mère inconnue, qu'elle découvre par fragments, et à laquelle elle veut pouvoir s'attacher sans recevoir le sentiment qu'elle commet une faute. Cette différence de perception explique pourquoi la remarque de Camilla prend une telle ampleur dans l'esprit de la jeune princesse. Là où Camilla voit peut-être un passé susceptible de perturber le présent, Charlotte voit une partie légitime de son identité familiale. Le conflit ne porte donc pas réellement sur Diana elle-même. Il porte sur le droit de définir ce que sa mémoire signifie. Catherine joue ici un rôle essentiel. Au lieu de transformer immédiatement l'affaire en problème de protocole, elle interroge sa fille sur ses émotions. Elle comprend que l'objectif n'est pas de lui expliquer qui Camilla est officiellement, car Charlotte le sait déjà. L'enjeu
et de distinguer le respect institutionnel de l'affection personnelle. Cette position prépare le conflit beaucoup plus large qui suivra avec Charles et Camilla. Charlotte peut respecter la reine sans être obligée de lui attribuer une place affective qu'elle ne ressent pas. Le refus prononcé à Windsor devient ainsi bien plus qu'une petite crise familiale. Il agit comme un révélateur. Derrière un simple mot apparaissent plusieurs décennies d'histoire royale, la mémoire de Diana, les insécurités de Camilla, la volonté protectrice de William et Catherine, mais aussi une question centrale pour l'avenir même de la monarchie. Jusqu'où l'institution peut-elle déterminer la vie privée de ceux qui la représentent? En est Satan? Le paradoxe est saisissant. Charlotte est née dans l'une des familles les plus réglementées au monde. Son rang, ses apparitions publiques et même sa place dans certaines cérémonies peuvent être déterminées par des règles précises. Pourtant, lorsqu'elle refuse d'utiliser le mot « grand-mère », elle rappelle involontairement une limite que même la couronne ne peut facilement franchir. L'intimité ne se commande pas. Ce qui semblait être, au départ, une petite phrase maladroite lors d'un déjeuner devient alors une confrontation entre deux formes de légitimité. Camilla possède une légitimité officielle liée à son mariage avec Charles et à son rang. Diana conserve, dans l'univers familial de Charlotte, une légitimité mémorielle liée au sang, au récit et à l'histoire de son père. Mais aucune de ces légitimités ne peut automatiquement produire une relation affective. C'est précisément cette vérité que William va devoir défendre dans la suite de l'histoire. Car une fois qu'il comprend que sa fille ne cherchait pas à humilier Camilla, mais à protéger quelque chose qu'elle considérait comme essentiel, il ne peut plus traiter la crise comme une simple question de bonne manière. Il doit maintenant affronter l'adulte dont les paroles ont déclenché ce sentiment de menace. Et cette confrontation va placer face à face deux réalités que la monarchie préfère habituellement maintenir séparées. L'autorité de la reine et le droit d'un père à protéger l'équilibre émotionnel de son enfant. C'est précisément cette vérité que William va devoir défendre dans la suite de l'histoire. Car une fois qu'il comprend que sa fille ne cherchait pas à humilier Camilla, mais à protéger quelque chose qu'elle considérait comme essentiel, il ne peut plus traiter la crise comme une simple question de bonne manière. Il doit maintenant affronter l'adulte dont les paroles ont déclenché ce sentiment de menace. Et cette confrontation va placer face à face deux réalités que la monarchie préfère habituellement maintenir séparées. L'autorité de la reine et le droit d'un père à protéger l'équilibre émotionnel de son enfant. William ne convoque ni conseiller, ni secrétaire privé, ni médiateur familial. Dans le récit, il choisit au contraire une confrontation directe avec Camilla, loin de l'appareil officiel de la cour. Ce détail est loin d'être anodin. Dans une institution où chaque conflit peut rapidement devenir une question de rang, de protocole ou d'image publique, William cherche précisément à empêcher que la discussion ne soit absorbée par la mécanique monarchique. Il ne veut pas qu'on lui explique ce que Charlotte doit à une reine. Il veut savoir ce qu'un adulte a fait ressentir à sa fille. Camilla arrive à cet échange en pensant probablement que le sujet principal sera le déjeuner de Windsor, le refus public de Charlotte et l'humiliation qui en a résulté. Pourtant, William inverse immédiatement le rapport de force. Il ne commence pas par demander des excuses à sa fille. Il revient sur les événements précédents. La photographie de Diana, la remarque sur le fait de ne pas trop s'attacher à une personne disparue, puis cette conversation entendue par hasard à propos du caractère supposément
déroutant, des références répétées à Diana. La question posée à Camilla devient alors beaucoup plus lourde qu'un simple reproche. A-t-elle laissé entendre que le souvenir de Diana constituait un problème pour les enfants? Camilla répond selon le récit que ces paroles n'étaient pas destinées à Charlotte. C'est ici que William introduit une distinction capitale. L'intention et l'impact ne sont pas la même chose. On peut prononcer une phrase sans volonté de blesser et néanmoins créer une blessure durable. Dans l'univers royal, où les formulations sont souvent pesées pour éviter toute polémique, cette idée prend une résonance particulière. Les mots ne sont jamais totalement contrôlés par ceux qui les prononcent. Ils existent aussi à travers la manière dont ils sont reçus. Pour Charlotte, le dommage est déjà fait. Elle s'est convaincue qu'aimer la mémoire de Diana et accepter Camilla affectivement sont deux choses contradictoires. William comprend que cette association est dangereuse. Elle enferme sa fille dans une forme de loyauté impossible, choisir entre une grand-mère qu'elle n'a jamais connue, mais qui appartient profondément à l'histoire de son père, et une femme bien réelle qui fait partie de sa famille présente. Camilla finit alors, dans le récit, par reconnaître la véritable source de sa réaction. Diana reste pour elle une présence difficile. Même des décennies après sa mort, son nom continue d'occuper une place immense dans la mémoire britannique. Chaque photographie, chaque documentaire, chaque témoignage et chaque comparaison rappelle à Camilla qu'elle a longtemps été jugée à travers le prisme d'une femme devenue presque mythique. Son inquiétude n'est donc pas uniquement familiale, elle est aussi historique. Camilla aurait consacré des années à consolider sa place auprès de Charles, dans la famille et auprès de l'opinion publique. Pourtant, la mémoire de Diana possède une caractéristique qu'aucun titre royal ne peut réellement concurrencer. Elle est figée. Diana appartient désormais à la mémoire, et la mémoire est souvent plus difficile à affronter qu'une personne vivante. Une figure disparue ne vieillit plus, ne commet plus d'erreurs nouvelles, ne peut plus être confrontée aux compromis du quotidien. Avec les années, elle peut devenir un symbole que chacun réinterprète. Camilla révèle alors sa peur la plus profonde, voir la fascination croissante de Charlotte pour Diana se transformer, elle aussi, en comparaison. Elle redoute peut-être que la nouvelle génération reproduise les jugements de l'ancienne et qu'elle se retrouve condamnée à vivre éternellement face à une rivale absente. Mais William refuse ce raisonnement. Sa fille, insiste-t-il, ne cherchait aucune compétition. Charlotte ne regardait pas une photographie de Diana dans le but d'évaluer Camilla. Elle ne comparait ni leur personnalité, ni leur rôle, ni leur popularité. Elle posait simplement des questions sur sa propre grand-mère. Autrement dit, le conflit n'existait pas dans l'esprit de l'enfant avant que les adultes ne le lui transmettent. C'est probablement l'un des passages les plus forts de toute la narration. Le problème n'est plus la mémoire de Diana. Le problème devient la peur que les adultes projettent sur cette mémoire. William comprend que s'il laisse cette logique s'installer, Charlotte apprendra une leçon extrêmement problématique. Pour aimer une personne, il faut parfois en effacer une autre. Pour accepter Camilla, elle devrait diminuer Diana. Et pour protéger Diana, elle devrait rejeter Camilla. Il refuse catégoriquement cette alternative. C'est à partir de là qu'il formule une frontière claire. Charlotte devra toujours se montrer respectueuse envers Camilla. Elle ne pourra pas utiliser ses sentiments comme justification pour des comportements humiliants ou hostiles. Les obligations de politesse et de protocole subsistent, mais personne ne pourra la contraindre à utiliser le mot « grand-mère » si ce mot ne correspond pas à ce qu'elle ressent.
Camilla demande alors si cette position n'est que celle de William, ou si elle constitue désormais une règle pour les enfants. La réponse est courte, mais sa portée est considérable. Pour ses enfants, Catherine et lui décident. Dans une famille ordinaire, cette phrase semblerait presque banale. Dans la famille royale britannique, elle prend une toute autre dimension. William ne parle pas seulement comme père, il affirme une autonomie parentale face à une institution fondée depuis des siècles sur l'autorité verticale. Il rappelle implicitement que le roi peut être souverain du Royaume-Uni sans pour autant devenir souverain de la vie émotionnelle de ses petits-enfants. La distinction est fondamentale. Charles peut fixer un ordre de préséance. Il peut déterminer quelles cérémonies auront lieu, comment les membres de la famille doivent représenter la couronne et quelles règles officielles doivent être respectées. Mais il ne peut pas produire de l'affection par décret. Et c'est précisément ce dilemme qu'il attend lorsque Camilla lui rapporte l'échange avec William. Charles se retrouve coincé entre deux fidélités. D'un côté, il connaît la douleur de son épouse. Il sait ce qu'elle a traversé pendant des décennies pour trouver une place stable dans une famille et une institution où sa présence a longtemps été associée à l'un des épisodes les plus controversés de la vie royale contemporaine. De l'autre, il voit son fils défendre une position difficilement contestable. Une enfant ne devrait pas être contrainte d'exprimer une intimité qu'elle ne ressent pas. Le roi choisit alors de rencontrer William seul. Là encore, l'absence de conseiller est significative. Le conflit ne peut plus être traité comme une question institutionnelle, car les instruments habituels de l'institution ne fonctionnent pas ici. Aucun règlement, aucune tradition, aucun précédent constitutionnel ne peut déterminer ce qu'une petite fille doit ressentir pour l'épouse de son grand-père. Charles commence pourtant par parler d'unité familiale. Son inquiétude est compréhensible. Pour une monarchie, l'unité n'est jamais seulement privée. Les divisions familiales deviennent rapidement des sujets médiatiques. Et chaque tension peut être interprétée comme un signe de fragilité institutionnelle. Il pourrait donc être tentant de demander à Charlotte un geste symbolique destiné à refermer immédiatement la controverse. William refuse cette logique. Il garantit que Charlotte respectera toujours Camilla dans les situations officielles. Si le protocole exige une forme précise d'adresse, elle l'utilisera. Si une cérémonie nécessite une attitude particulière, elle la suivra. Mais il établit une ligne infranchissable. Le mot « grand-mère » ne relève pas du protocole. Il appartient à la sphère privée. Cette distinction entre comportement et sentiment constitue l'axe central du chapitre. Une monarchie peut demander de la discipline. Elle ne peut pas demander de la sincérité sur commande. William pousse encore plus loin son argument en rappelant que Charlotte a été blessée avant Camilla. Cette formulation bouleverse la hiérarchie émotionnelle du conflit. Jusqu'ici, beaucoup auraient pu considérer Camilla comme la principale victime de la scène de Windsor. Une reine publiquement rejetée par une petite fille. William inverse cette lecture. Camilla a certes été blessée par le refus, mais Charlotte, elle, avait déjà été blessée par l'idée que la mémoire de Diana devait être contenue ou corrigée. Et Charlotte se trouve dans une position incomparablement plus vulnérable. Elle est une enfant face à des adultes porteurs d'une histoire qu'elle n'a pas choisie. Elle ne possède ni leur recul, ni leur expérience, ni leur pouvoir. La corriger brutalement reviendrait donc, selon William, à lui transmettre une leçon profondément injuste. Celui qui possède le plus d'autorité a le droit de définir ce que les autres doivent ressentir. Charles comprend progressivement ce risque.
Il demande néanmoins si Catherine partage réellement la position de William. La réponse est affirmative. Les deux parents sont unis. Charlotte respectera Camilla comme membre de la famille royale, mais elle conservera la liberté de laisser la relation personnelle évoluer à son propre rythme. Georges et Louis bénéficieront, eux aussi, de cette même liberté. Le problème dépasse donc désormais Charlotte. William et Catherine semblent établir un principe éducatif général. Les enfants ne devront pas être utilisés pour résoudre les blessures sentimentales des adultes. Charles finit par céder. Il ne contraindra pas Charlotte. Ce choix paraît discret, presque administratif. Pourtant, dans le récit, il représente un basculement majeur. Pour la première fois depuis le début de la crise, la monarchie reconnaît officiellement, même si la décision reste privée, qu'il existe un territoire où l'autorité royale doit s'arrêter. Ce territoire est celui de la confiance. Mais le refus de contraindre Charlotte n'apporte pas immédiatement la paix. Au contraire, il ouvre une nouvelle phase plus silencieuse du conflit. Camilla commence à se retirer de certaines rencontres familiales privées lorsque Charlotte doit être présente. Elle continue d'assumer ses engagements officiels, ce qui permet d'éviter une crise visible. Mais dans la sphère familiale, son absence devient progressivement perceptible. Une chaise reste vide lors d'un thé. Une invitation est déclinée. Une réunion se déroule sans elle. Camilla présente ce retrait comme un moyen d'éviter de nouvelles tensions. Si sa présence provoque de l'inconfort, pense-t-elle, mieux vaut peut-être s'éloigner temporairement. Mais ce raisonnement produit exactement l'effet inverse. Charlotte remarque les absences, et elle commence à se demander si Camilla ne vient plus à cause d'elle. Le conflit change alors de nature une seconde fois. Au départ, Charlotte craignait que l'on lui demande de trahir la mémoire de Diana. Désormais, elle risque de croire que son honnêteté provoque l'éloignement d'un adulte. C'est une charge émotionnelle extrêmement lourde pour une enfant. Avoir le sentiment que la présence ou l'absence d'un membre de la famille dépend de ce que l'on a dit. Catherine identifie immédiatement le danger. Elle explique à Charlotte que les adultes sont responsables de leurs propres choix et de leurs propres émotions. La jeune princesse ne doit pas considérer qu'elle possède le pouvoir ou la responsabilité de réparer chaque personne autour d'elle. Cette réponse est particulièrement importante, car elle protège Charlotte d'une autre forme de culpabilité, celle qui pousse un enfant à modifier son comportement uniquement pour empêcher un adulte de souffrir. Camilla, de son côté, vit son retrait comme une humiliation supplémentaire. Elle confie à Charles qu'elle a désormais l'impression de devoir vérifier si les petits-enfants du roi seront présents avant de décider si elle peut entrer dans une pièce. Elle ne se sent plus seulement rejetée. Elle se sent étrangère dans une famille qu'elle avait mis des années à intégrer. Charles, pourtant, ne réagit plus exactement comme au début. Il comprend désormais que défendre systématiquement la douleur de Camilla ne suffit pas. Il lui fait remarquer que son absence peut protéger temporairement ses propres sentiments, mais qu'elle transfère le poids de la situation vers Charlotte. Chaque chaise vide devient un message que l'enfant peut interpréter comme une conséquence de son refus. Pour la première fois, le roi formule donc le principe qui permettra éventuellement la réconciliation. Camilla doit revenir sans attendre le mot « grand-mère ». C'est une exigence psychologiquement beaucoup plus difficile qu'une simple victoire. Elle signifie entrer dans une relation sans garantie de recevoir le symbole que l'on désirait. Elle signifie accepter la présence de Charlotte sans lui demander de confirmer publiquement ou intimement que tout est réparé. William observe lui aussi ce nouveau danger.
Lorsqu'il apprend que Camilla envisage de manquer un autre rassemblement familial, il s'inquiète immédiatement. Si chaque réunion devient conditionnée par la présence de Charlotte, sa fille risque de finir par croire qu'elle contrôle les mouvements des adultes autour d'elle. Ce serait exactement la responsabilité que William et Catherine avaient voulu lui éviter depuis le début. Paradoxalement, c'est alors qu'un détail inattendu apparaît. Charlotte n'est pas heureuse de l'absence de Camilla. Son refus du mot « grand-mère » n'était donc pas équivalent à un souhait de disparition. Elle voulait protéger une frontière, pas exclure définitivement une personne. Cette nuance va bouleverser la suite de l'histoire. Lorsqu'elle voit la place vide laissée par Camilla lors d'une réunion familiale, Charlotte ne manifeste aucune satisfaction. Elle s'inquiète. Elle demande si la reine est en colère contre elle. Catherine lui répond qu'être blessée et être en colère sont deux choses différentes. Cette simple distinction ouvre une possibilité nouvelle. Si Charlotte ne cherche pas à éloigner Camilla, et si Camilla finit par comprendre que Charlotte ne lui demande pas de remplacer Diana, alors le conflit n'est peut-être pas insoluble. Il ne reste plus qu'une condition, que les deux puissent maintenant se parler sans Charles, sans William, sans titre et sans tout le poids de la monarchie entre elles. Car le vrai problème n'a jamais été le mot « grand-mère » en lui-même. Il résidait dans ce que chacune croyait que ce mot signifiait pour l'autre. Charlotte pensait qu'on lui demandait d'effacer Diana. Camilla croyait que le souvenir de Diana lui fermait définitivement la porte de la nouvelle génération. Tant que ces deux peurs restaient séparées, chaque geste renforçait le conflit. La prochaine étape devra donc être différente de toutes les précédentes. Il ne faudra plus arbitrer, imposer, protéger ou négocier à la place des deux principales intéressées. Il faudra simplement leur permettre de comprendre qu'elles ne se battent peut-être pas pour la même chose. Et c'est précisément cette conversation privée, débarrassée autant que possible des mécanismes de la couronne, qui va ouvrir le troisième et dernier chapitre de cette crise familiale. La prochaine étape devra donc être différente de toutes les précédentes. Il ne faudra plus arbitrer, imposer, protéger ou négocier à la place des deux principales intéressées. Il faudra simplement leur permettre de comprendre qu'elles ne se battent peut-être pas pour la même chose. Et c'est précisément cette conversation privée, débarrassée autant que possible des mécanismes de la couronne, qui va ouvrir le troisième et dernier chapitre de cette crise familiale. Selon le récit, Catherine n'organise cette rencontre qu'après avoir obtenu l'accord de Charlotte elle-même. Ce détail est essentiel, car il empêche la conversation de devenir une nouvelle obligation imposée à l'enfant. William pose également une condition très claire. Aucun adulte ne devra utiliser cet échange pour exiger des excuses, obtenir le mot « grand-mère » ou produire artificiellement une réconciliation destinée à satisfaire la famille. Charles adresse le même message à Camilla. Si une réparation doit avoir lieu, elle devra commencer sans condition préalable. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, l'objectif n'est donc plus de restaurer l'apparence de l'unité, mais de comprendre ce qui s'est réellement brisé. La scène est volontairement dépouillée de tout cérémonial. Aucun roi n'est présent pour arbitrer. Aucun futur souverain ne parle à la place de sa fille. Aucun conseiller ne transforme la conversation en opération de communication. Charlotte et Camilla sont simplement placées face à face. Cette configuration change profondément la nature du conflit. Jusqu'ici,
Chacune a été représentée à travers les réactions des autres. La Paul. William défend Charlotte, Charles tente de soutenir Camilla, Catherine protège l'équilibre émotionnel de sa fille. Désormais, les deux femmes doivent expliquer directement ce qu'elles ont cru perdre. Charlotte apporte avec elle la photographie de Diana qui se trouvait au centre de la première blessure. Ce geste est symboliquement très fort. Elle ne cache pas l'objet susceptible de gêner Camilla. Elle le place, au contraire, au cœur de la conversation. La photographie cesse alors d'être une menace silencieuse et devient un élément que les deux peuvent regarder ensemble. Charlotte explique qu'elle avait compris les remarques de Camilla comme une volonté de l'empêcher de s'intéresser à une personne importante pour William. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'une photographie ancienne. Il s'agissait d'un fragment de l'histoire de son père, donc d'une partie de son propre héritage familial. Camilla, dans le texte, ne cherche pas immédiatement à se justifier. Elle écoute, puis elle reconnaît que Diana réveille en elle une insécurité qu'elle n'aurait jamais dû faire porter à une enfant. Cette admission constitue le véritable tournant de l'histoire. Jusque-là, Camilla interprétait essentiellement la présence de Diana à travers le regard du public et de l'histoire. Elle pensait à la comparaison, à la réputation, à la place qu'elle avait dû conquérir. Charlotte, en revanche, ne percevait aucune de ces dimensions de la même façon. Pour elle, Diana n'était pas une rivale politique ou affective de Camilla. Elle était simplement sa grand-mère disparue. Lorsque Camilla explique qu'elle a parfois l'impression de ne jamais pouvoir rivaliser avec un souvenir, Charlotte lui répond qu'elle ne lui avait jamais demandé de rivaliser. Cette phrase, extrêmement simple, provoque selon le récit un renversement complet de perspective. Pendant des décennies, Camilla a vécu dans un univers où Diana était presque inévitablement présentée comme un point de comparaison. Dans les médias, dans l'opinion publique, dans l'histoire sentimentale de Charles et même dans l'évolution de la monarchie, les deux femmes ont souvent été placées face à face. Camilla finit donc par intérioriser une logique de concurrence avant même que Charlotte ne l'exprime. Elle voit le regard de l'enfant posé sur Diana comme le commencement possible d'une comparaison supplémentaire. Mais Charlotte ne raisonne pas ainsi. C'est précisément l'un des messages les plus puissants du récit. Les enfants peuvent hériter des conséquences d'un conflit sans avoir nécessairement hérité de la logique qui l'a créé. Charlotte n'a aucune raison naturelle de considérer Diana et Camilla comme deux femmes dont l'une doit effacer l'autre. Cette opposition lui est transmise indirectement par les craintes des adultes. Camilla comprend alors que sa propre réaction a contribué à créer exactement ce qu'elle redoutait. En cherchant à empêcher Charlotte de transformer Diana en référence émotionnelle trop importante, elle a donné à l'enfant l'impression qu'il fallait protéger cette mémoire. Plus elle semblait inquiète face aux souvenirs de Diana, plus Charlotte pensait que ses souvenirs étaient menacés. Et plus Charlotte les défendait, plus Camilla pouvait percevoir cette défense comme une nouvelle forme de rejet. Le mécanisme est classique dans les conflits familiaux. Chacun réagit à la peur de l'autre. Et cette réaction renforce précisément cette peur. La seule manière de briser ce cercle consiste donc à abandonner la logique du symbole. Camilla doit cesser d'attendre le mot « grand-mère » comme une validation de sa place. Charlotte doit comprendre que l'existence de Camilla ne signifie pas nécessairement une menace contre Diana. Camilla présente alors, selon le récit, des excuses directes. Elle reconnaît avoir eu tort de suggérer à Charlotte qu'elle pouvait devenir trop attachée à une personne qu'elle n'avait jamais rencontrée.
Elle reconnaît également que parler de la mémoire de Diana comme d'une possible source de confusion était maladroit et blessant. Mais le détail essentiel est qu'elle ne demande rien en échange. Elle ne réclame pas d'étreinte. Elle ne demande pas à Charlotte de revenir sur ce qu'elle a dit à Windsor. Et surtout, elle ne réclame pas le mot qui avait déclenché toute la crise. Ce renoncement change totalement l'atmosphère. Charlotte accepte les excuses, mais maintient sa position. Dans la sphère privée, elle souhaite pouvoir appeler Camilla par son prénom lorsque cela est approprié. Lors des occasions officielles, elle utilisera bien entendu la forme d'adresse exigée par le rang de la reine. Camilla accepte ce compromis. À première vue, certains pourraient considérer cette solution comme froide ou incomplète. Pourtant, elle repose sur une distinction fondamentale. Le respect n'est pas nécessairement synonyme d'intimité. Dans une famille royale, cette distinction est plus importante encore qu'ailleurs, car le protocole peut facilement produire des gestes qui ressemblent extérieurement à de l'affection sans en avoir la substance. Le récit refuse précisément cette confusion. Charlotte peut respecter la fonction de Camilla sans prétendre qu'une proximité émotionnelle a déjà été construite. Camilla peut accepter cette distance sans y voir automatiquement une humiliation. Et c'est paradoxalement parce que la relation cesse d'être soumise à une obligation qu'elle peut enfin commencer à devenir naturelle. Un détail vient ensuite confirmer ce changement. Alors qu'elle s'apprête à quitter la pièce, Charlotte se retourne et demande à Camilla si elle assistera finalement à la prochaine réunion familiale. Cette invitation est beaucoup plus importante qu'un titre obtenu sous pression. Elle ne résulte ni du protocole, ni d'une consigne parentale. Elle vient de Charlotte elle-même. Camilla accepte. À cet instant, la question n'est plus de savoir si Charlotte l'appellera un jour grand-mère. La relation possède désormais quelque chose de plus précieux, la possibilité de continuer. Mais la monarchie britannique n'existe jamais totalement à l'abri du regard public. Quelques jours plus tard, Charlotte et Camilla apparaissent ensemble à la sortie d'une réunion familiale. Les caméras attendent le moindre indice permettant de confirmer ou d'infirmer les rumeurs de tension. Charlotte s'arrête près de Camilla et lui tend la main au lieu de lui offrir une étreinte. Le geste est poli, mesuré et parfaitement compatible avec l'accord privé qu'elles viennent de construire. À l'extérieur, cependant, il est immédiatement interprété autrement. La presse et les commentateurs, dans la narration du document, voient dans cette poignée de main une nouvelle preuve de distance. L'absence d'étreinte devient presque plus importante que la présence du geste lui-même. Une image qui représente intérieurement un progrès est présentée publiquement comme la confirmation d'une rupture. Ce contraste révèle une autre dimension essentielle de la vie royale. Le public interprète souvent des gestes dont il ignore le contexte. Une poignée de main peut être une marque de froideur. Elle peut aussi être une façon respectueuse de reconnaître une frontière. Sans connaître la conversation précédente, personne ne peut comprendre complètement ce qu'elle signifie. Charles envisage donc la possibilité d'une clarification officielle. La logique est compréhensible. Si les journaux présentent la scène comme une humiliation supplémentaire pour Camilla, un communiqué pourrait théoriquement corriger l'interprétation et protéger l'image de la famille. William s'y oppose. Expliquer publiquement les sentiments de Charlotte reviendrait à transformer sa vie émotionnelle en objet de communication institutionnelle. L'enfant deviendrait alors une pièce dans une stratégie destinée à restaurer l'image de la reine.
Pour William, ce serait précisément reproduire le mécanisme qu'il cherche à empêcher depuis le début. La réaction de Camilla marque alors sa transformation la plus importante. Elle soutient William. Elle accepte que les médias se trompent sur le sens du geste, plutôt que de demander à Charlotte de livrer ses émotions au public pour défendre son image. Cette décision est fondamentale, parce qu'elle montre que Camilla commence enfin à protéger la frontière que Charlotte avait voulu établir. Au début de l'histoire, elle voulait obtenir une forme de reconnaissance. À ce stade, elle est prête à renoncer à cette reconnaissance publique afin de préserver la confiance naissante de l'enfant. Charlotte, de son côté, voit les gros titres et se demande une nouvelle fois si elle a embarrassé Camilla. William lui répond que l'honnêteté respectueuse n'est pas une forme de cruauté. Cette phrase résume presque toute la philosophie parentale que le récit attribue au prince et à Catherine. Leurs enfants doivent apprendre à respecter les autres, mais pas à fabriquer des émotions uniquement parce que des adultes ou des caméras les attendent. Le problème posé par Charlotte devient alors un miroir plus large des difficultés de la monarchie moderne. Pendant des siècles, la couronne a reposé sur la maîtrise de l'apparence. Le protocole organise les gestes, les cérémonies et les distances. Il indique où chacun doit se placer, comment saluer et dans quel ordre les membres de la famille apparaissent. Cette structure donne à l'institution sa continuité, mais la monarchie contemporaine est soumise à une exigence contradictoire. Le public veut aussi voir de l'authenticité. Les spectateurs ne veulent plus seulement savoir qu'une famille royale respecte ses obligations. Ils veulent croire aux liens affectifs qu'ils observent. Une étreinte devient alors interprétée comme une preuve d'amour, une distance physique comme un signe de conflit, une absence comme une rupture. Or, les sentiments humains ne fonctionne pas avec une telle simplicité. Le récit de Charlotte et Camilla montre donc la limite de cette obsession interprétative. Un geste extérieurement distant peut marquer un progrès intime. Une relation qui ne correspond pas à l'image traditionnelle de la proximité familiale peut néanmoins être parfaitement saine si elle repose sur la compréhension et le consentement. C'est ce qui apparaît lors de la dernière réunion familiale présentée dans le texte. Charlotte arrive avec William et Catherine. Charles entre avec Camilla. Cette fois, personne n'hésite à franchir la porte. Aucun conseiller n'organise une réconciliation spectaculaire. Aucun adulte ne prépare un geste destiné aux photographes. La famille se retrouve simplement. Charlotte appelle naturellement Camilla par son prénom dans le cadre privé. Lorsque la situation devient plus formelle, elle utilise le titre royal approprié. La distinction est discrète, mais elle matérialise l'accord auquel tous sont finalement parvenus. Respecter le rôle sans simuler le lien. Camilla, surtout, cesse d'attendre le mot « grand-mère ». Au lieu de guetter une preuve de reconnaissance, elle demande à Charlotte des nouvelles d'un sujet que l'enfant avait évoqué lors de leur conversation privée. Charlotte est surprise. Elle comprend que Camilla l'a écoutée et qu'elle s'est souvenue de ce qu'elle avait dit. Ce petit geste produit davantage de confiance que toutes les pressions précédentes. C'est là que le récit livre probablement sa conclusion psychologique la plus intéressante. L'affection se développe moins par les grands symboles que par l'accumulation de petits signes de considération. Être écouté, être respecté, être autorisé à conserver ses propres souvenirs, ne pas être obligé de choisir. Charles remarque lui aussi que l'atmosphère a changé. Il ne se détend pas parce que Camilla a obtenu le titre qu'elle souhaitait, mais parce que le titre a cessé d'être nécessaire pour que la relation
puisse exister. William, de son côté, ne semble plus constamment prêt à intervenir pour défendre sa fille. La menace qu'il percevait a diminué parce que Charlotte possède désormais une frontière reconnue par les adultes. Catherine apparaît alors comme celle qui avait peut-être compris le plus tôt le véritable enjeu. Le problème n'était pas la mémoire de Diana en elle-même. Le problème était la peur que cette mémoire suscitait chez ceux qui avaient vécu directement l'histoire. Charlotte n'a pas créé le conflit en voulant connaître Diana. La nouvelle génération ne fait que poser des questions sur son passé. Ce sont les adultes qui risquent de transformer ces questions en champ de bataille s'ils continuent à interpréter le souvenir comme une menace. Camilla finit par comprendre qu'elle n'a pas besoin d'effacer Diana pour exister dans la vie de Charlotte. Diana conservera toujours une place particulière parce qu'elle est la mère de William et la grand-mère biologique des enfants. Mais cette place ne rend pas impossible la construction d'une autre relation avec Camilla. Inversement, Charlotte comprend qu'elle peut protéger la mémoire de Diana sans utiliser le rejet comme mécanisme de défense. Cette double prise de conscience permet enfin de sortir de la logique du « ou bien ». Il ne s'agit plus de Diana ou Camilla. Il peut exister Diana et Camilla, chacune dans une place différente. Le récit prend alors une dimension presque générationnelle. Charles et Camilla appartiennent à une époque de la monarchie marquée par les conséquences directes de l'histoire de Diana. William et Catherine appartiennent à une génération intermédiaire. Ils portent encore cette histoire, tout en essayant d'empêcher qu'elle définisse entièrement leurs enfants. Charlotte représente enfin une génération qui n'a aucun souvenir direct des événements, mais qui hérite, malgré elle, de leurs traces. Son refus initial agit donc comme un révélateur, en disant qu'elle n'appellera pas Camilla grand-mère. Elle oblige les adultes à distinguer ce qu'ils avaient jusque-là mélangé. Le protocole, la loyauté, la mémoire, la filiation et l'amour. Cette distinction pourrait d'ailleurs posséder une portée plus large pour l'avenir de la monarchie. William sera un jour amené à exercer une autorité institutionnelle considérable. Pourtant, l'épisode tel qu'il est raconté suggère qu'il souhaite également préserver une sphère familiale où ses enfants ne sont pas entièrement définis par leur rôle public. C'est probablement l'un des défis majeurs de toute monarchie moderne. Conserver les traditions nécessaires à l'institution, sans transformer chaque relation privée en obligation institutionnelle. La dernière image du récit résume parfaitement cette évolution. Alors que la réunion familiale touche à sa fin, Charlotte demande simplement à Camilla si elle viendra à une autre occasion la semaine suivante. Il n'y a pas d'étreinte spectaculaire, pas de déclaration, pas de titre nouveau. Camilla répond qu'elle aimerait beaucoup venir. Finalement, Charlotte ne reprend jamais la phrase prononcée à Windsor. Elle ne revient pas sur son refus. Pourtant, ce refus cesse progressivement d'être une arme. Il devient une frontière reconnue. Et c'est précisément cette frontière qui permet à la relation de commencer réellement. Le paradoxe est alors complet. Camilla perd le mot qu'elle voulait obtenir, mais elle gagne la possibilité d'un lien plus authentique. Charlotte conserve la mémoire de Diana sans devoir transformer cette fidélité en hostilité permanente. William protège sa fille sans l'encourager à rompre avec Camilla. Charles protège son épouse sans utiliser son autorité de roi pour imposer une émotion. Personne ne remporte réellement le conflit. C'est justement pourquoi une forme de paix devient possible. Au bout du compte, l'histoire ne parle donc pas simplement d'une petite princesse refusant d'appeler une reine grand-mère. Elle interroge quelque chose de beaucoup plus profond,
la possibilité, même au sein de l'une des institutions les plus hiérarchisées du monde, de reconnaître que certaines formes de légitimité ne viennent ni d'une couronne, ni d'un mariage, ni d'un protocole. Elles viennent du temps, de la confiance, de l'écoute et surtout de la liberté laissée à chacun de construire ses propres liens. Dans la logique du récit, Charlotte aura ainsi obligé 3 générations de la famille royale à comprendre une vérité que le pouvoir ne peut contourner. On peut imposer une place à table, une préséance dans une cérémonie et une forme officielle d'adresse. Mais on ne peut pas imposer la place qu'une personne occupe dans le cœur d'une autre. Et c'est peut-être précisément à partir du moment où la famille cesse de se battre pour un mot qu'elle commence enfin à construire une relation capable de survivre sans lui. Au terme de cette histoire, une évidence s'impose. Le véritable enjeu n'a jamais été un simple mot, mais tout ce qu'il représentait. En refusant d'appeler Camilla grand-mère, Charlotte aurait, dans la logique du récit, obligé toute la famille à affronter des blessures anciennes que le protocole ne pouvait plus dissimuler. Diana reste une présence affective incontournable pour William et ses enfants, tandis que Camilla comprend progressivement qu'elle ne pourra jamais construire sa place en cherchant à remplacer cette mémoire. La paix devient possible lorsque chacun accepte enfin qu'une relation sincère ne se décrète pas, mais se construit avec le temps, l'écoute et le respect. C'est peut-être là la leçon la plus importante de cette crise. Même au sein d'une monarchie fondée sur les titres et les traditions, les sentiments restent un territoire que personne ne peut gouverner. Si vous avez apprécié cette analyse et que vous souhaitez suivre nos prochaines enquêtes, décryptages et récits consacrés aux coulisses de la famille royale britannique, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas également à partager votre opinion dans les commentaires. Selon vous, Charlotte avait-elle raison de défendre ainsi la mémoire de Diana, ou Camilla mérite-t-elle aujourd'hui une nouvelle place dans le cœur de la jeune génération? Votre avis nous intéresse, alors rejoignez la discussion et restez avec nous pour les prochaines révélations et analyses royales.